Bonsoir. Elvis Presley est mort aujourd'hui. Il avait 42 ans. Quand il a été trouvé dans sa maison de Memphis, il ne respirait plus. Son régisseur a essayé de le réanimer, en vain. Le personnel de l'hôpital a échoué également. Son médecin attitré l'a déclaré mort à 15 heures. Elvis Presley est le king du rock'n'roll. Il connaît une ascension fulgurante au milieu des années 50 pour devenir l'une des premières superstars internationales. Il vendra environ 1 milliard de disques. Mais à 15 heures, le 16 août 1977, Elvis est déclaré mort après avoir été trouvé inconscient dans la salle de bain de sa célèbre maison de Memphis, Graceland. Il n'a que 42 ans. Le décès soudain et inexpliqué de l'une des plus grandes stars mondiales alimente les rumeurs. Aujourd'hui encore, sa mort reste un mystère. Elvis n'était pas en bonne santé. Je suis sidéré par l'éventail de causes possibles à sa mort. La plupart de ses organes avaient le double de la taille normale. Il était terriblement constipé et il prenait un grand nombre de médicaments. Mon défi va être de déterminer ce qui a vraiment tué Elvis Presley. Le docteur Richard Shepard, un médecin légiste de renommée mondiale, autopsie les personnalités très en vue depuis plus de 25 ans. On a fait appel à ses talents pour l'enquête criminelle sur la mort de la princesse Diana, après les attaques du 11 septembre et suite aux événements du Bloody Sunday. J'ai en main le rapport de l'autopsie d'Elvis. Grâce aussi à d'autres informations que j'ai pu obtenir, j'ai appris beaucoup sur le mode de vie d'Elvis. Et j'ai découvert la raison de sa mort prématurée. Seulement quelques heures après son décès, une autopsie est pratiquée sur sa dépouille. Mais parce que les médias du monde entier s'impatientent, les résultats sont annoncés avant même que l'examen soit achevé. Il s'agit d'une mort naturelle, due à une arythmie cardiaque, c'est-à-dire un cœur qui bat de façon irrégulière. Presque tout le monde meurt suite à l'arythmie cardiaque qui précède les derniers battements du cœur. La vraie question est, quelle est la cause de l'arythmie ? Quasiment 40 ans plus tard, mythes et légendes continuent d'entourer la mort du King. Que s'est-il réellement passé durant les dernières heures de sa vie ? Le 15 août 1977, 16h, Graceland, Memphis. Elvis se réveille aux côtés de sa fiancée de 21 ans, Ginger Holden, lauréate d'un prix de beauté de Memphis. Il ne lui reste que 24 heures à vivre. Pour Elvis, qui mène une vie de bâton de chaise, les journées commencent l'après-midi. Le lendemain, il doit entamer une tournée éreintante de 12 jours. Ses ventes d'albums sont en baisse et malgré les millions qu'il gagne, Elvis connaît des soucis financiers. 50% de ses revenus vont à son manager, le colonel Tom Parker. Pour Elvis, partir en tournée est le seul moyen de rester solvable. Pour quelqu'un qui avait besoin d'être physiquement au top sur scène, il était loin d'être en grande forme. Il n'a pas été pesé lors de l'autopsie, mais son poids a été estimé à 100 kg. Comme il mesurait 1,80 m, ça donnait une masse corporelle de 31, qui le place dans la catégorie des gens obèses. Il avait aussi un taux élevé de cholestérol. Ça va de pair avec l'obésité. Les dernières années, son poids est un problème récurrent. Quand il a commencé à grossir à ce point, je me suis fait du souci à son sujet. Elvis n'était pas du genre gourmet, il aimait la cuisine traditionnelle du Sud. Elvis aime la nourriture pauvre en fibres, mais riche en cholestérol et en calories. Il adore le poulet frit, les cheeseburgers, les tartines géantes au beurre de cacahuète et les sandwichs au bacon. Il a du personnel à qui il peut demander ce qu'il veut 24 heures sur 24. Il peut donc manger autant qu'il le souhaite. Elvis Aaron Presley est né dans le sud profond des États-Unis en 1935.
Ses parents l'ont élevé dans la tradition sudiste de la cuisine maison et au son de la musique gospel. Quand je l'ai rencontré la première fois, nous devions avoir 12 ans. À l'époque, il prenait des cours de musique. Je n'aurais pas su dire pourquoi, mais je le trouvais différent. En 1954, le rock'n'roll est né, et Elvis, qui n'a que 19 ans, conquiert le monde avec son premier tube, That's Alright Mama. La musique connaît une révolution. Elvis changeait de personnalité en montant sur scène. Ce n'était plus le même type. Et moi, ça me faisait tout drôle parce que je ne lui connaissais pas cette facette. Elvis aura en tout 18 titres numéro 1 des hit-parades et vendra 1 milliard de disques. Quand Elvis chantait sur scène devant vous, vous aviez l'impression qu'il ne chantait que pour vous. Et ça, c'est un don. C'était un homme très beau. Je n'ai jamais vu une photo qui rende justice à sa grande beauté. Mais la quarantaine venue, Elvis montre les signes évidents d'un déclin physique et mental. Sur les photos, Elvis a toujours sa célèbre banane et les cheveux noirs comme l'ébène. Mais l'autopsie révélera que ses cheveux étaient colorés. J'ai pu étudier le cuir chevelu d'Elvis Presley. Et toutes les racines étaient blanches. Dan Warlick, alors enquêteur médical en chef, a joué un rôle clé dans l'autopsie pratiquée sur Elvis. Il a été l'une des premières personnes à se rendre sur les lieux du décès et il a aussi aidé le médecin légiste à disséquer le cadavre du chanteur. Ses cheveux étaient teints en noir de jais, ou ce que j'appelle désormais noir Elvis. Mais s'il avait arrêté de se les teindre, ses cheveux seraient devenus entièrement blancs. Blancs comme neige. À 42 ans, il aurait été normal qu'Elvis ait quelques cheveux blancs. Le fait d'avoir les cheveux tout blancs est une anomalie. Il y a deux raisons possibles. La première est une prédisposition génétique aux cheveux blancs. Et la seconde est le stress. C'est probablement un mélange des deux. Memphis, aux alentours de 20h, le 15 août 1977. Un groupe d'amis et d'employés d'Elvis, surnommé la Mafia de Memphis, se retrouve à Graceland, son domicile. Demain, ils prendront la route pour la tournée prévue. Mais Elvis ne montera pas sur scène. Ce soir-là, il y a aussi sa fille de 9 ans, Lisa Marie, fruit de son union avec Priscilla Presley, et son père Vernon. Je me rappelle qu'il a dit « Vous voyez tout ce monde ici? Je dois faire ce qu'il faut pour que vous puissiez tous continuer à vivre normalement. » Il avait de grosses responsabilités. Elvis veille à tous les besoins de cette famille étendue, composée de proches et d'amis. Certains habitent même chez lui, à Graceland. En plus de ça, il emploie 5 domestiques, un docteur, des infirmières, des cuisiniers, des agents de sécurité, des coiffeurs attitrés et un pilote. À la mort d'Elvis, il reste sur son compte bancaire un peu plus d'1 million de dollars. Les gens se posent donc la question, mais où est passé tout son argent? Il offrait des Cadillacs. Il m'en a payé 2 et il a réglé pour moi 2 opérations médicales. C'était quelqu'un toujours prêt à donner, très généreux. S'il savait que vous aviez besoin de quelque chose que vous n'osiez pas lui demander, il venait lui-même vous le donner. Il adorait offrir des cadeaux et observer les réactions. Beaucoup de gens l'accompagnaient durant ses tournées. Alors c'est lui qui avait la responsabilité de faire rentrer l'argent. Financièrement, Elvis porte un lourd fardeau. Pour entretenir Graceland et son entourage, il doit continuer de travailler. À la lecture du rapport, je ne suis pas sûr qu'Elvis était assez en forme pour partir en tournée. Grâce à l'examen interne, j'ai fait une découverte intéressante. Elvis avait un gros foie. Celui-ci a subi ce qu'on appelle une métamorphose graisseuse. C'est l'indicateur que le foie ne fonctionne pas correctement. La graisse qui devait être traitée par le foie est stockée dans les cellules. Son foie était très gros, mais il n'avait pas l'air malade. D'ailleurs, une étude au microscope a prouvé qu'il était sain. Certes, son foie n'était pas malade, mais sa taille était impressionnante. Il pesait 3,5 kg, 2 fois le poids d'un foie humain normal. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu le cas d'un foie si gros.
La cause la plus courante est une consommation excessive d'alcool, au minimum 1 litre par jour. Elvis avait une vision négative de l'alcool. Ce n'était pas quelque chose qui l'attirait. Si Elvis ne buvait pas, c'est parce qu'il n'aimait pas l'attitude des gens ivres et qu'il y avait beaucoup d'alcooliques dans sa famille. Si j'exclus l'alcool, il y a d'autres causes possibles à un gros foie. Et celle qui arrive en deuxième est l'abus de drogue. Il ne prenait pas de cocaïne, il ne fumait pas de marijuana et il ne touchait pas aux drogues dures. En revanche, il était accro aux médicaments. Je crois qu'on soupçonnait Elvis de consommer beaucoup de produits. Certains ont pensé qu'il avait pu faire une overdose médicamenteuse et en mourir. Est-ce un abus de médicaments qui a conduit à la mort du roi du rock'n'roll? Le 16 août 1977, Elvis Presley, alias The King, est retrouvé mort dans la salle de bain de Graceland, sa maison de Memphis, dans le Tennessee. Le monde entier pleure la disparition soudaine de cette légende. Il n'avait que 42 ans. Le docteur Richard Shepard, un éminent médecin légiste, s'est penché sur le rapport de l'autopsie pratiquée sur Elvis. Il tente de reconstituer les dernières heures de sa vie pour mettre au jour la vraie raison de sa mort mystérieuse. Les examens médicaux montrent clairement qu'Elvis n'était pas en bonne santé. Mais aucune explication à sa mort ne me saute aux yeux. Son obésité s'explique par sa mauvaise alimentation. Et il avait un très gros foie, que peut expliquer aussi sa mauvaise alimentation, mais qui peut également avoir été causé par un excès de médicaments. 22h30, le 15 août 1977. Elvis a une rage de dents. Malgré l'heure tardive, il décide d'aller chez le dentiste. Être au service d'Elvis, ça veut dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elvis avait un mode de vie décalé, ce qui veut dire qu'il vivait la nuit et dormait le jour. Dans le monde de la musique et du divertissement, tout a lieu la nuit. C'est ainsi qu'on décompresse. C'était son style de vie. La nuit, il était plus facile pour Elvis de sortir, car la journée, il déclenchait des émeutes. Partout où il allait, la foule arrivait et il se trouvait coincé et obligé de signer des tas d'autographes. Le fait d'échapper à ces hordes de fans n'est pas la seule explication de son mode de vie nocturne. Elvis souffre d'insomnie chronique. J'ai en main une analyse toxicologique dont les résultats sont édifiants. Elvis, avant sa mort, avait pris 9 médicaments, dont 4 sont prescrits pour traiter l'insomnie. Dans les années 70, prendre un somnifère avant de se coucher est assez courant. Mais en prendre 4 n'est pas commun. Et le problème, c'est qu'ils entraînent une forte dépendance. Comme c'étaient des médecins qui lui prescrivaient ces médicaments, pour Elvis, ils étaient inoffensifs. Et étant donné qu'il dormait mal, il prenait des somnifères. Une nuit, à 2 heures du matin, il me demande de venir chez lui. C'était quelques jours avant sa mort. Je viens le voir et je lui dis « Ça va pas, mon chou ?» Il me répond « J'arrive pas à dormir. » Alors, j'ai posé ma main sur son bras et j'ai dit « Je vois. » Bien plus tard, vers 6h30, il m'a dit « Ça va mieux maintenant. » Les somnifères fonctionnent en affaiblissant le système nerveux central, ce qui entraîne une somnolence, voire un endormissement. Normalement, un comprimé suffit à endormir quelqu'un, mais avec le temps, Elvis a développé une accoutumance, ce qui signifie qu'il devait en prendre plus pour s'endormir. Elvis a des problèmes de sommeil qui datent de l'enfance. Mais à l'âge de 23 ans, ses insomnies s'aggravent car son univers bascule. Il a vraiment été anéanti par la disparition de sa mère. Il avait même eu besoin de récupérer un de ses objets personnels pour le serrer sur son cœur. Il a pleuré pendant 2 jours sans s'arrêter. Je n'ai jamais vu un homme aussi bouleversé par le décès de sa mère.
Il tenait beaucoup à sa mère. Il l'adorait. Dans toutes nos discussions, ça revenait sur le tapis. Je pense qu'il avait le sentiment qu'il n'arriverait pas à tenir le coup sans elle. Si la mère d'Elvis n'était pas décédée aussi jeune, à mon avis, Elvis serait certainement encore vivant aujourd'hui. Il a éprouvé une perte très douloureuse qui a créé un vide très profond, et il fallait trouver un moyen de le remplir. Alors, il a succombé au premier vice à même de combler ce manque. Mais les somnifères ne sont pas les seuls produits pharmaceutiques que prend Elvis. L'analyse toxicologique montre qu'il absorbe aussi du diazépam, à savoir du Valium, un tranquillisant très répandu. Il prend également de l'amitriptyline, un médicament qui soigne la dépression. La présence dans son sang de ces deux produits suggère que c'est un homme très angoissé et dépressif. Les études montrent qu'un sommeil non continu peut créer toutes sortes de problèmes physiologiques et psychologiques, tels que l'anxiété. Les gens deviennent dépressifs si on les prive de sommeil. S'il souffrait d'insomnie et qu'en plus, avec son mode de vie particulier, il restait debout toute la nuit, ça devait jouer énormément sur son humeur. À minuit 28, Elvis rentre de chez le dentiste, sûrement avec des antidouleurs. Robert Cowell, un fan, prend la dernière photo du King vivant. Elvis n'a plus que 9 heures à vivre. L'analyse sanguine met en évidence la prise d'antidouleurs type codéine. Ce n'est pas très inquiétant en soi, sauf que là, les taux sont dangereusement élevés. Une concentration aussi importante indique qu'il devait souffrir beaucoup. La rage de dents n'est pas le seul mal à le faire souffrir. Il cache un douloureux secret derrière ses légendaires lunettes noires. D'après les rapports médicaux, je peux voir qu'Elvis souffrait d'un mal terrible au niveau des yeux, un glaucome. Le glaucome survient lorsque le système de drainage dans l'œil est bouché. La pression grimpe et cela peut causer d'atroces douleurs. Les fortes douleurs dans les yeux et sa rage de dents peuvent expliquer les prises importantes de codéine. Donc cet homme prend un grand nombre de médicaments qui vont du somnifère aux antidouleurs, tous avec des effets sédatifs et qui affaiblissent le système nerveux central. C'est à se demander comment il réussissait à se lever le matin. 2h15 du matin. Elvis appelle son médecin personnel, George Nikopoulos, surnommé Dr Nick. Tout en bredouillant, il demande au Dr Nick des médicaments supplémentaires. Le fidèle médecin obéit et lui fait une ordonnance. J'ai en main la copie de l'ordonnance que le Dr Nick a faite pour Elvis la nuit de sa mort. Un cocktail pour le moins étrange. Mais le plus intéressant, c'est qu'il y a 2 médicaments à base d'amphétamine, la dexédrine et la biphétamine, des comprimés légaux de speed. Aucun de ces produits n'était dans l'organisme d'Elvis quand il est mort. Je pense néanmoins qu'Elvis avalait régulièrement ces stimulants pour contrecarrer les effets sédatifs des autres médicaments. Il prenait des somnifères, mais comme à la fin il en prenait trop, pour travailler, il était obligé d'avaler de quoi se réveiller. Et tout ça fait des dégâts. Tous les rapports m'amènent à penser qu'Elvis avait besoin de ça pour fonctionner. Des sédatifs pour dormir et des excitants pour pouvoir se lever. On sait de nos jours à quel point c'est dangereux de prendre au quotidien de tels médicaments. Ça peut causer à long terme des dégâts sur le plan psychologique et physique. Il a pensé pouvoir contrôler sa vie avec, sauf que le temps passant, ce sont eux qui l'ont contrôlé. Et ça, il ne l'a pas vu venir. Elvis semble avoir utilisé de nombreux médicaments pour pouvoir gérer son mode de vie. Mais en dehors de la codéine, les doses étaient assez faibles. A priori, sa vie n'était pas en danger. Enfin si, un produit que prend Elvis est potentiellement mortel.
Le médicament le plus puissant et dangereux pris par Elvis était le Demerol, connu aussi sous le nom de méperidine ou pétidine. C'est un antalgique opiacé similaire à l'héroïne, qui agit directement sur le cerveau pour contrôler la douleur. Le Demerol est un produit puissant qu'on donne habituellement aux malades hospitalisés souffrant de blessures graves. Pourquoi Elvis en prend-il? Après le décès de sa mère 16 ans auparavant, la seconde tragédie de sa vie a été le divorce d'avec Priscilla en 1973. La séparation l'a déprimé et l'a fait grossir. Il a vécu ça comme une nouvelle perte après celle de sa mère, mais je crois que ce qui l'a davantage blessé, c'est le fait qu'un autre homme lui ait enlevé Priscilla. C'était de la fierté de mal. Cet homme à l'ego surdimensionné souffrait que les gens se disent « Elvis Presley a perdu sa femme ». Le divorce pourrait être à l'origine de sa dépendance à ce sédatif puissant qu'est le Demerol. Le Demerol est un médicament incroyablement puissant. Quand Elvis en consommait, il devait se sentir désorienté et pris de vertige. Ce produit rime avec dépendance, overdose et aussi avec mort. Mais on n'en a pas retrouvé dans son sang, seulement dans son foie et ses reins. Ce qui veut dire qu'il n'en a pas pris dans les dernières 24 heures. Le Demerol n'a donc pas joué un rôle direct dans son décès. 3 heures du matin. Elvis demande à Rick Stanley, son beau-frère, d'aller lui chercher des médicaments. Il cachait à tous qu'il avait plusieurs sources d'approvisionnement. Dr. Nick était un bon médecin. Les 2 autres docteurs, qui étaient moins regardants, faisaient livrer des produits à Graceland et le personnel les donnait à Elvis. Dr. Nick l'avait appris. Alors il nous avait demandé la nuit de vider les gélules et de les remplir de sucre. Mais Elvis a fini par s'en apercevoir, car elles ne lui faisaient aucun effet. Alors le docteur Nikopoulos a dit « Je vais passer du temps à Graceland et mettre de l'ordre là-dedans ». C'était extrêmement difficile de dire non à Elvis Presley. Il ordonnait à ses médecins de lui prescrire tout ce qu'il voulait. Le seul objectif est d'obtenir ce qu'il vous faut pour tenir le coup. Et le déni est évident. Car vous avez beau savoir que vous abusez des médicaments, vous faites tout pour continuer à en obtenir. Il ne faisait plus de superprestations parce qu'il mangeait ses mots et qu'il ne bougeait plus en rythme. Il oubliait les paroles, mais il s'en sortait toujours par une pirouette en rigolant. Et le public se disait « Ok, il nous fait une blague. On a compris. » Sauf que ça n'avait rien d'une blague. Il était en très mauvaise santé les dernières années de sa vie. 4 heures du matin, le 16 août 1977. Il ne lui reste que quelques heures à vivre. À Graceland, son domicile, ses hôtes dorment paisiblement, parmi lesquels son père Vernon et sa fille Lisa Marie. Elvis, lui, est parfaitement réveillé. Il a la lubie de faire une partie de racquetball. Bill et Joe, le cousin et son épouse, sont partants pour jouer. Elvis se dit que se dépenser physiquement l'aidera à retrouver un peu la ligne. Il a la pression. Le soir même, il doit monter sur scène à Portland, dans le Maine, ville de départ de sa tournée. Le fait de remonter sur scène l'a motivé pour perdre du poids et retrouver la forme. Mais c'était trop tard. 4h30 du matin. Si l'idée d'Elvis de jouer au racquetball est positive, les effets sur son corps, eux, sont négatifs. Jouer au racquetball aurait pu aider Elvis à retrouver la ligne. Mais l'autopsie a montré qu'il souffrait d'insuffisance cardiaque. Les artères du cœur étaient bouchées à 50% en raison d'une accumulation de graisse sur les parois. C'est une maladie appelée athérosclérose, qui va souvent de pair avec un taux élevé de cholestérol dans le sang. Et on sait qu'Elvis avait du cholestérol. Cet empilement de matière sur les parois des vaisseaux sanguins empêche le sang de parvenir correctement aux organes, et ceux-ci seront moins efficaces. Et c'est particulièrement vrai avec le cœur. Donc Elvis était obèse. Il avait du cholestérol et un cœur en mauvais état. Ce qui veut dire que tout exercice physique aurait dû être soigneusement encadré. 4h35. Elvis se rend dans sa salle de piano accompagné de sa fiancée Ginger, ainsi que de Billy et de Joe, le cousin et son épouse. Le showman ne résiste pas à l'envie de chanter devant le petit groupe.
Ce sont ses dernières chansons. D'après Billy, il aurait chanté Blue Eyes Crying in the Rain, le vieux tube de Willie Nelson, et aussi Unchained Melody. Aux alentours de 5 heures, Elvis va se coucher. En chemin, il découvre que Lisa Marie, sa fille, est réveillée. Il l'aborde, l'embrasse et lui souhaite de beaux rêves. Arrivé dans sa chambre, Elvis appelle Rick pour lui demander encore des somnifères. Rick apporte une première tablette et Elvis essaie de s'endormir. Le seul regret que j'ai quand je pense à ces années avec Elvis, c'est de ne pas avoir osé l'aider. Si vous essayez d'aider quelqu'un et qu'il trouve ça déplacé, il vous claquera la porte à la figure. Quand les gens venaient lui dire « Ton mode de vie n'est pas sain, tu dois veiller à ta santé, prends du temps pour t'occuper de toi », Elvis répondait « C'est ma vie et c'est moi qui la contrôle. C'est sympa de me conseiller, mais non, merci. » Toujours réveillé à 7 heures du matin, Elvis demande à Rick une deuxième tablette de comprimés. Mais il n'arrivera pas à sombrer dans les bras de Morphée. 1 heure plus tard, il demande une troisième tablette. Malgré le nombre de pilules avalées, pas moyen de dormir. En fait, l'insomnie chronique n'est pas le seul problème. Il souffre aussi d'atroces douleurs abdominales. À 9 heures, il va à la salle de bain. Ginger se rendort, loin de se douter que dans un instant, le King sera mort. Grâce aux rapports médicaux, nous savons que les organes internes d'Elvis étaient anormaux. Il faisait jusqu'à 2 fois la taille normale. C'était la même chose pour son côlon ou gros intestin. Normalement, sa largeur est d'environ 7,5 cm. Celui d'Elvis faisait presque 13 cm et était rempli d'une matière grise, ressemblant à de la craie. Il était constipé depuis plusieurs jours et ça devait être très désagréable, voire franchement douloureux. Et ce souci potentiellement dangereux ne date pas d'hier. Il avait une occlusion importante et ça ne se serait pas arrangé tout seul. Il aurait eu besoin d'une intervention médicale sérieuse pour pouvoir aller de nouveau à la selle. Le docteur Nikopoulos avait demandé à des confrères de venir à Memphis pour pratiquer sur Elvis une réduction du côlon. Mais ils ont eu peur d'opérer Elvis. C'est une superstar. Si ça se passe mal, on aura de gros problèmes. Alors ils ont essayé de faire passer la constipation avec des médicaments. Mais ça ne marchait pas. C'était de pire en pire. La prise d'antidouleurs opiacés comme la codéine ou de certains antidépresseurs peut provoquer un ralentissement du système digestif. En d'autres termes, le transit normal dans l'intestin est perturbé. Un surplus d'excréments vient élargir le côlon, et c'est ce qui est arrivé à Elvis. Il est clair qu'il a souffert d'une constipation sévère. 9h05 du matin. Elvis est probablement en train d'éprouver une sensation très pénible due à la constipation. Il lisait un livre et pas le genre de bouquin à vous endormir. Ça décrivait les positions sexuelles, recommandées en fonction des signes du zodiaque. Elvis s'écroule au sol. Il était allongé sur le flanc gauche, avec ses genoux relevés mais pas en position fétale. Le genou droit au-dessus du genou gauche, avec la tête touchant le sol. Vers 14 heures, Ginger se réveille et s'aperçoit qu'Elvis n'est pas revenu de la salle de bain. Elvis? Il gît sur le sol depuis presque 5 heures.
Ginger le trouve inconscient. Il ne respire plus. Sans tarder, elle appelle le rez-de-chaussée et demande de l'aide. Une domestique prévient Al Strada, un des agents de sécurité d'Elvis, et Joe Esposito, son tour manager. Il retourne Elvis. Son corps est raide et froid. Son visage et son cou sont devenus bleus. Impossible de lui faire du bouche à bouche. Sa mâchoire est bloquée et sa bouche reste fermée. Je pense que Joe et Al ont vu les premiers signes de la rigor mortis, ou rigidité cadavérique, le durcissement musculaire provoqué par le changement chimique dans l'organisme, qui débute 3 ou 4 heures après le décès. Avec le recul, il paraît clair qu'Elvis était déjà mort quand ils sont entrés dans la salle de bain. Mais ils ont eu raison d'essayer de le ranimer, car on ne peut jamais être sûr. Vernon, le père d'Elvis qui entend le vacarme, se rue dans la salle de bain. Vernon était fou d'inquiétude. Il avait compris ce qui se passait. Et il disait « Je t'en prie, ne meurs pas ». Il a vu l'état dans lequel était Elvis et il savait forcément que ça ne finirait pas bien. Lisa Marie a essayé de s'approcher. Elle disait « Qu'est-ce qu'il a, mon papa ?» Mais Ginger a réussi à l'éloigner. À 14h33, les secours arrivent à Graceland. Les urgentistes, qui ne relèvent ni pouls ni tension, tentent tout de même de le réanimer. C'est un échec. Ils foncent au Baptist Memorial Hospital de Memphis, où tout sera fait pour tenter de le sauver. Quand je suis entrée dans la salle des urgences, j'ai immédiatement su qu'il était mort depuis très longtemps. Il lui faisait un massage cardiaque. Je leur ai dit, je vous en prie, arrêtez, laissez-le en paix. Comment ont-ils pu ne pas voir qu'il était mort? Je l'ai su au premier coup d'œil. Aux alentours de 15h, le 16 août 1977, Elvis Presley est déclaré mort. Le monde entier pleure la disparition soudaine du roi du rock'n'roll. Elvis Presley est mort aujourd'hui. Il avait 42 ans. Quand il a été trouvé dans sa maison de Memphis, il ne respirait plus. À cet instant, j'ai eu l'impression qu'on me plantait un couteau dans le cœur. Je n'avais encore jamais ressenti ça de ma vie. Tout le monde pleurait autour de moi. Son père m'a pris dans ses bras et m'a dit « George, Elvis s'en est allé. J'ai perdu mon fils. Et toi, tu as perdu ton meilleur ami. » Ça a été le moment le plus triste que j'ai connu. J'étais abasourdi. J'étais totalement abasourdi. Pourquoi n'avons-nous pas vu à quel point il était malade? Quand on côtoie quelqu'un tous les jours, on ne se rend pas compte. Il a eu une grande influence dans ma vie. On se disait que c'était un personnage hors du commun, qui serait toujours là pour nous. Une bien triste journée. L'autopsie d'Elvis Presley débute le 16 août 1977 à 19h. Mais fait inhabituel, avant même le rapport, les médias du monde entier qui s'impatientent ont droit à une déclaration. Il y avait 1 millier de personnes massées devant l'hôpital. Tous les médias voulaient savoir ce qui s'était passé. Un porte-parole a annoncé qu'une autopsie était en cours. Puis le docteur Francisco de lui-même a déclaré qu'Elvis Presley était mort d'une crise soudaine d'arythmie cardiaque. Il s'agit d'une mort naturelle, due à une arythmie cardiaque, c'est-à-dire un cœur qui bat de façon irrégulière. À l'hôpital, l'équipe chargée de l'autopsie a été prise de court par cette déclaration. Et ça l'a mise en colère. Il est possible qu'Elvis ait souffert d'arythmie cardiaque avant de mourir. Mais cela seul ne peut pas être une cause de décès. Et il est impossible de diagnostiquer une arythmie une fois que la personne est morte.
et que son cœur s'est arrêté de battre. La question clé, c'est qu'est-ce qui a causé l'arrêt des battements du cœur d'Elvis? Le docteur Richard Shepard a étudié avec soin le dossier médical d'Elvis Presley et le rapport complet de son autopsie. Pour l'instant, j'ai pu découvrir qu'Elvis prenait un grand nombre de médicaments, notamment des antidépresseurs, des antidouleurs et des somnifères. Il avait des périodes d'insomnie, un gros foie et souffrait d'une maladie coronarienne. De plus, ses dents et ses yeux lui faisaient mal et il était atteint d'une constipation sévère. Mais je n'ai pas encore réussi à identifier la cause exacte de sa mort. Dans le cas d'une mort soudaine dans des toilettes, un médecin légiste cherche d'abord les signes d'une embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire, c'est un caillot qui se forme dans les veines des jambes. Il vient boucher une des ramifications artérielles irriguant le poumon et provoque une mort subite. Et avant l'embolie pulmonaire, le malade a souvent envie d'aller aux toilettes. Donc le fait qu'Elvis se soit écroulé après être resté assis aux toilettes a suggéré cette hypothèse aux médecins légistes. Sauf qu'ils n'ont trouvé aucun signe d'une embolie pulmonaire. Les rapports médicaux et le lieu du décès peuvent-ils apporter un éclairage sur les dernières minutes d'Elvis quand il était seul dans la salle de bain? Les gens pensent qu'il est mort d'une overdose de médicaments parce que le docteur Nikopoulos lui en prescrivait des tonnes pour tout et n'importe quoi. L'analyse toxicologique a bien établi qu'Elvis prenait des médicaments en grande quantité. Mais quand Dan Warlick, l'enquêteur médical en chef, se rend à Graceland, il ne trouve aucun comprimé dans la salle de bain. Ça m'a paru suspect. J'ai pensé que ceux qui lui donnaient les médicaments avaient peut-être envisagé une mort possible par overdose et fait disparaître les indices. Dan Warlick ne trouve aucun signe d'une surconsommation de médicaments. Mais sur le lieu du décès, ces constatations vont lui permettre de comprendre pourquoi et comment Elvis est mort. J'ai réussi à me mettre dans la position où on a retrouvé son corps. Comme repère, il y avait au sol les traces du liquide qui s'était écoulé de sa bouche. Mes pieds étaient à 1 mètre des toilettes sur lesquelles était assis M. Presley avant de mourir. Donc, il avait fait au moins 2 pas avant de s'écrouler. J'ai vu de nombreux cas d'overdose et de mort par crise cardiaque. Je pense que le fait qu'Elvis se soit éloigné de la cuvette des WC avant de s'effondrer est très important. Quand les gens décèdent d'une overdose, il y a une détresse respiratoire due à un manque d'oxygène au niveau du cerveau. Ça entraîne une perte de conscience. Et si on est assis sur des toilettes, on s'effondre juste à côté. Le fait qu'il se soit levé de la cuvette, qu'il ait renversé quelques flacons et lâché son livre, me suggère qu'il voulait peut-être demander de l'aide, qu'il était conscient que la gêne ou la douleur qu'il ressentait n'était pas normale. Donc, je penche pour un problème cardiaque. Le docteur Shepard a trouvé d'autres indices confirmant la théorie selon laquelle la mort d'Elvis n'aurait pas un lien direct avec les médicaments. Elvis avait un foie particulièrement énorme. C'était peut-être dû au nombre important de médicaments qu'il avalait, à son régime alimentaire déséquilibré et à son taux élevé de cholestérol. L'autre cause possible, c'est un problème cardiaque qui engendre une accumulation de sang dans le foie et un engorgement. Ce qui a joué un rôle décisif, c'est le rétrécissement de ses artères cardiaques, à cause de dépôts graisseux appelés athéromes. Le cœur d'Elvis avait un autre problème. Il s'était beaucoup développé parce que depuis longtemps, à cause de sa tension importante, le muscle cardiaque devait fournir plus d'efforts pour envoyer le sang dans le corps. Le cœur d'Elvis était très gros. Il pesait 520 grammes alors que la moyenne c'est seulement 350 grammes. Ça montre à quel point sa situation était préoccupante. Il avait de grandes chances d'avoir un problème cardiaque.
Le docteur Shepard a mis au jour tellement de soucis de santé qu'Elvis risquait de s'écrouler et de mourir à tout instant. Sur les toilettes, Elvis a essayé de toutes ses forces de déféquer. Ainsi, il a fait monter la tension dans son abdomen et dans sa poitrine, ce qui a engendré un changement physiologique nommé la manœuvre de Valsalva. Elle se produit quand la tension augmente dans l'abdomen, quand on fait un effort en déféquant, lors d'un accouchement, ou quand on souffle en se pinçant le nez lors d'une plongée. La tension monte et il y a moins de sang qui retourne au cœur par l'intermédiaire de la veine cave, l'artère principale de la partie inférieure du corps. Et les probabilités d'un accident cardiaque sont augmentées de façon importante. Ces efforts sur les toilettes, parce qu'il était constipé, ont modifié le flux sanguin et provoqué un arrêt cardiaque. Du coup, il s'est écroulé et il est mort. Il est certain que l'heure d'Elvis avait sonné. Est-ce une belle mort? Non. Mais je suis sûr qu'il s'éclate au paradis aujourd'hui. Elvis Presley restera pour la postérité le plus grand artiste à avoir foulé la surface de la Terre. Il a vendu 1 milliard de disques. Aucun autre chanteur n'a vendu 1 milliard de disques. Une nuit, il m'a demandé « Vous croyez que les gens se souviendront de moi ?» J'ai répondu « Oui, mon chou, ils ne vous oublieront pas. » On se souviendra toujours de son amour et de sa générosité. Il a donné tout ce qu'il pouvait donner. Potato.